Un grondement lointain secoue la nuit. Dans une ville qui semble figée entre deux époques, un jeune homme avance, troublé par une voix qu'il entend sans savoir d'où elle vient. « Ô gai, le monde a oublié le rêve. » Murmure la voix. Il s'arrête. L'air vibre. Les murs tremblent comme si une mémoire ancienne s'éveillait sous la pierre. Il ferme les yeux et la voix reprend, plus claire ce que l'homme n'imagine plus. Il le perd. Yo, son cœur s'accélère. Il sent qu'il n'est plus seul. Une silhouette se forme dans la poussière, un homme à la barbe épaisse, vêtu d'un manteau sombre, le regard profond. Le jeune homme comprend soudain. C'est Karl Marx, revenu du silence. L'esprit le fixe, sévère et bienveillant à la fois. « Yoga, dis-moi, Yo demande-t-il. Yo demande-t-il. Dieu, gars, crois-tu encore qu'un autre monde est possible? Yo, et si ce rêve n'était pas mort, mais simplement endormi en nous? Elias se réveille dans sa chambre, haletant. Était-ce un rêve ou une visite? Le monde autour de lui semble décoloré, comme s'il n'appartenait plus à cette époque. Il se lève, regarde ses livres, tous ouverts à la même page, Jobé. L'histoire de toute société est l'histoire de la lutte des classes. Yo, une phrase simple, mais désormais vibrante d'un sens nouveau. Il se demande, et si la lutte n'était plus contre les puissants, mais contre l'indifférence? Son regard se perd dans le miroir. Le reflet de Marx s'y dessine encore, plus discret, comme une ombre qui attend la réponse. La journée commence dans le tumulte du marché. Écrans, cris, slogans, le monde moderne vend des rêves empaquetés. Elias marche au milieu de la foule, entendant les mots de Marx résonner. Yobé, tout ce qui est solide se dissout dans l'air. D'où il voit des visages sans regard, des mains tendues sans but. L'utopie semble remplacée par la publicité. Alors, il comprend que la vraie pauvreté n'est plus matérielle, c'est l'absence de sens. Assis sur un banc au bord du fleuve, Elias parle dans le vide. Pourtant la voix lui répond, douce et grave, Yobé. Tu cherches un monde sans chaîne, mais oublie que les plus durs sont intérieurs. Yo, il frissonne. Et gars, alors comment les briser? Yo, demande-t-il. Le vent emporte la réponse, mais il croit entendre Iga en rêvant, mais en agissant comme si le rêve était vrai. Yo, dans la nuit, Elias écrit. Ses mots tremblent, mais une force nouvelle anime sa main. Ce n'est plus un journal intime, c'est un manifeste. Ô gai, l'homme n'a pas besoin d'un paradis futur. Yo, écrit-il. Ô gars, il doit bâtir l'espoir ici maintenant. Oh, la voix s'éteint. Le silence devient promesse. Quelque part peut-être, l'utopie commence à respirer à nouveau. Elias revient à l'endroit de la première apparition. Les ruines de la bibliothèque sont encore là. Mais l'air semble plus vivant, presque conscient. Une brise chaude soulève la poussière, comme si la mémoire même des pierres voulait lui parler. Il entend de nouveau la voix de Marx Dorg. Rien ne meurt vraiment en tant que quelqu'un s'en souvient. Yo, il ferme les yeux, et une vision s'impose des foules invisibles, des mains tendues vers la lumière. Il comprend que ce n'est pas le passé qu'il doit retrouver, mais l'avenir qu'il doit réveiller. Les cendres qu'il voit ne sont pas des restes, elles sont des graines. Dans un quartier oublié, Elias découvre un groupe d'enfants dessinant sur les murs. Pas des graffitis, mais des utopies. Ils dessinent des villes sans prison, des visages qui sourient sans peur. Une fillette lui dit « Aga, ce qu'on ne voit pas encore, on peut le créer. » Yo, cette phrase résonne comme une prophétie. Marx, invisible, murmure Auguer. L'utopie renaît toujours dans les marges. Yo, Elias sourit pour la première fois depuis des années. Il comprend que le rêve ne se transmet pas par les livres, mais par les gestes des innocents. Le soir, Elias allume un petit feu sur une place déserte. Il y jette ses anciennes notes, ses doutes,
ses peurs. Les flammes dansent, dessinant des visages éphémères, ceux de penseurs oubliés, de révoltés, de rêveurs. Il entend Marx rire, doucement, Yoga le feu. Ne détruis pas les idées, il les purifie. Yo! Alors Elias comprend que le monde nouveau ne se bâtira pas sur la nostalgie, mais sur la flamme de la conscience. Il ferme les yeux et jure de ne plus regarder en arrière. Assis dans un café ancien, Elias parle à une jeune femme, Sophia, qui enseigne la philosophie aux ouvriers du quartier. Elle l'écoute, puis dit « Augua, les idées de Marx ? Ce ne sont pas des reliques, ce sont des graines dans les consciences. » Yo, son regard est calme, mais brûlant. Ensemble, ils imaginent une école sans murs, une communauté où le savoir ne serait plus un privilège. Elias se surprend à rêver à voix haute. Pour la première fois, l'utopie ne lui semble plus lointaine, mais tangible, vivante, respirant au rythme de leur conversation. La nuit s'achève. Elias marche seul sur un pont, les lumières de la ville se reflétant dans le fleuve. Il pense à Marx, aux enfants, à Sophia. Tous ces visages se fondent en une seule promesse, celle de ne plus renoncer. Il comprend enfin que l'utopie n'est pas un lieu futur, mais un acte présent. Une décision de croire encore, malgré tout. Une voix, la dernière, murmure dans le vent égai. Le monde ne se transforme pas en un jour, mais chaque jour le monde peut choisir de changer. Yo. La ville bruisse d'une colère nouvelle. Elias traverse les rues envahies par les murmures, les pancartes improvisées, les visages déterminés. Ce ne sont pas des cris de haine, mais d'espérance. Des ouvriers, des mères, des étudiants, tous parlent d'un monde plus juste. Elias sent dans l'air une tension douce, celle d'un peuple qui se réveille. Il se souvient des mots de Marx Yoga. Les idées deviennent force matérielle quand elles saisissent les masses. Yo, le rêve devient marche, le mot devient action. Et dans cette rumeur, il croit entendre un chant ancien renaître. Sous la pluie fine, la foule continue d'avancer. Elias, trempé mais lucide, sent une énergie qu'il n'a jamais connue. Autour de lui, les slogans ne sont pas des plaintes, mais des prières. Sophia marche à ses côtés, tenant une pancarte « L'espoir est révolutionnaire ». Les regards se croisent, les différences s'effacent. Elias comprend soudain la vraie utopie n'est pas un monde parfait, mais une communauté en marche vers plus d'humanité. La voix de Marx, presque imperceptible, murmure Jogeo là où les hommes s'unissent. Le rêve commence à respirer. Yo, plus tard. Dans le silence d'une ruelle, Elias observe la police disperser la foule. Les écrans reprennent aussitôt leur danse de publicité, comme si rien n'avait existé. Il ressent un vertige comment un monde si éveillé peut-il retomber dans l'oubli. Marx réapparaît grave et Jogé l'ennemi le plus fort n'est pas le pouvoir, mais l'habitude. Yo, Elias baisse la tête. Peut-être que la véritable révolution commence dans l'esprit, dans ce refus intime de s'endormir à nouveau. Le combat n'est pas terminé. Il vient à peine de commencer. Elias s'assoit seul dans un parc déserté. Le vent transporte des fragments de chants de la veille. Il ferme les yeux. « Yoga, pourquoi me montres-tu tout cela ?» Yo, demande-t-il. Marx lui répond calmement « Yoga, parce que la conscience précède le changement. Si tu veux bâtir un monde nouveau, commence par devenir un homme nouveau. » Yo, ces mots le bouleversent. Il se revoit, quelques jours plus tôt, encore perdu dans le doute. À présent, il se sent traversé par une clarté simple, comprendre le monde, c'est déjà commencer à le transformer. Au cœur de la nuit, Elias retrouve Sophia et les enfants du quartier. Ils se réunissent dans une ancienne usine abandonnée. Là, parmi les machines rouillées, ils décident de fonder une école libre, un lieu où l'on apprendra à penser ensemble. Elias lit à haute voix un texte qu'il a écrit « Yoga, l'utopie n'est pas un rêve, c'est une responsabilité. » Yo, tous approuvent en silence. Une émotion collective les traverse, et dans l'ombre,
Marx les regarde, ému, avant de disparaître peu à peu dans la lumière de leur engagement. L'usine abandonnée renaît lentement. Elias, Sophia et les enfants y travaillent jour et nuit. Ils balaient la poussière, repeignent les murs, allument des lampes. Ce lieu, autrefois symbole d'exploitation, devient un espace de renaissance. Chacun y apporte un peu de lui-même. Sophia installe une bibliothèque improvisée. Les enfants dessinent des fresques d'espérance. Elias observe, ému. Il se souvient des mots de Marx Hagé. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde. Il s'agit maintenant de le transformer. Yo, pour la première fois, il comprend vraiment ce que cela signifie donner forme à l'idée. Les premiers cours commencent. Autour d'une table en bois, des ouvriers, des étudiants, des mères, des enfants écoutent Sophia parler de justice, de solidarité, de dignité. Elias anime des discussions où chacun a le droit de rêver tout haut. L'atmosphère est simple mais vibrante. Un ouvrier dit à Obé, « On ne nous avait jamais demandé ce qu'on voulait vraiment. » Yo tous rient. Cette légèreté nouvelle leur donne l'impression de respirer un air plus pur. Elias sent que quelque chose d'immense a commencé. Une révolution tranquille, faite de paroles partagées. Mais bientôt, les obstacles surgissent. Certains voisins les accusent de naïveté, d'autres de semer le désordre. Les autorités ferment les portes, prétendant qu'ils n'ont pas d'autorisation. Elias se décourage. « Yoga, peut-être avons-nous rêvé trop haut, yo, dit-il à Sophia. Elle lui répond calmement à Obé. Ce n'est pas le rêve qui est trop grand, c'est le monde qui est trop petit. Yo, ces mots le frappent comme un éclair. Marx apparaît alors brièvement et murmure Yoga, l'utopie devient réelle quand elle apprend à résister. Yo, Elias relève la tête. Le combat recommence, mais cette fois, il n'est plus seul. Un soir, des inconnus vandalisent l'école, murs brûlés, livres déchirés. Elias accourt, le cœur serré, autour des cendres. Les enfants pleurent. Sophia tente de les consoler. Marx, silencieux, regarde la scène avec une tristesse infinie. Elias s'agenouille et dit doucement à Obé. « On peut brûler les murs, pas les idées !» Yo alors, dans le noir, il rallume une bougie. Sophia en allume une autre. Puis, les enfants aussi. Peu à peu, la ruine s'illumine de dizaines de flammes. Et dans cette clarté fragile, le rêve renaît encore une fois. Le lendemain, la lumière du jour révèle les traces du feu, mais aussi les sourires. Tout le monde est revenu. Ils repeignent, reconstruisent, réinventent. Elias comprend que l'utopie ne meurt pas parce qu'elle brûle, elle se purifie. Il regarde Sophia, puis les enfants. Leur courage est plus fort que la peur. Une phrase de Marx lui revient. Toga, l'histoire avance par les défaites du cœur qui n'abandonne pas. Yo, alors, il lève les yeux vers le ciel clair et murmure Augua, tant que qu'un croit, le rêve continue. La rumeur du lieu s'est répandue. L'école libre attire désormais journalistes, curieux, et même des agents du pouvoir. Elias sent que l'attention qu'ils ont suscitée est à double tranchant. Certains louent leur courage, d'autres les accusent de sédition. Une journaliste lui demande au gay. « Vous croyez vraiment pouvoir changer le monde ?» Yo, il sourit tristement. « Oh, Obé, non. Mais nous pouvons changer la manière de le regarder ?» Derrière lui, Marx apparaît brièvement, son regard grave mais fier. Le bruit du monde frappe à leur porte. Et le rêve doit maintenant se défendre. Quelques jours plus tard, Elias reçoit une convocation. On l'accuse d'avoir propagé des discours subversifs. Dans la salle froide du tribunal, il fait face à des visages sans émotion. Un juge lui demande « Yoga, que cherchez-vous, monsieur ?» Yo Elias répond calmement au bel espoir. « Et vous ?» Yo, un silence tendu s'installe. Il ne se défend pas,
Il explique. Il parle d'éducation, de solidarité, de dignité. Même les plus hostiles écoutent. Marx se tient à ses côtés, invisible à tous, sauf à lui. Yoga, ce n'est pas toi qu'il juge, Yo, dit la voix. Ilka, c'est leur propre peur. La nuit, en sortant du tribunal, Elias marche seul. La ville semble l'observer. Il doute. Le rêve est-il trop fragile? Sur un mur, il voit les dessins des enfants des visages, les mots simples. Partage, vérité, courage. Il sourit. Sophia le rejoint sans un mot, lui prend la main. Yoga, nous avons déjà gagné, Yo murmure-t-elle. Yoga, comment ça? Yo, demande-t-il. Ego, parce qu'ils nous ont entendus. Yo, derrière eux, Marx regarde la Cine. Son ombre se confondant avec les lumières de la ville. L'utopie respire encore, même sous la pluie. Le lendemain, des manifestations éclatent dans plusieurs villes. Des gens reprennent leurs mots, leurs slogans, leurs idées. Elias regarde les images sur un vieux téléviseur. Il est abasourdi, le rêve a pris racine ailleurs. Sophia entre, émue, Yoga regarde. Il te cite. Yo, Elias secoue la tête. Oh, mais ce n'est pas moi. C'est nous. Yo, Marx apparaît une dernière fois. Riant doucement au Orgue, tu vois. Le feu se transmet sans brûler. Yo, Elias comprend, les utopies ne se possèdent pas. Elles s'offrent. Quelques semaines plus tard, le calme revient. L'école continue, discrète, mais plus vivante que jamais. Les enfants apprennent, les adultes partagent, les mots circulent. Elias contemple ce qu'ils ont bâti. Marx ne vient plus, mais son absence est une présence différente, plus vaste, comme si son esprit s'était dissous dans la mémoire du lieu. Elias écrit sur un mur et Yoga. L'utopie commence, là où finit la peur. Yo, puis il ferme les yeux, et pour la première fois, il se sent en paix. Non parce que tout est accompli, mais parce que tout reste possible. Les années ont passé. L'école libre est devenue un refuge pour ceux qui refusent la résignation. Elias, plus calme, enseigne à présent aux plus jeunes les textes de Marx et les rêves d'hier. Les enfants d'autrefois sont devenus des adolescents. Lina, Noam et Tarek ont grandi, habités par la même flamme. Sophia veille sur eux comme une sœur d'âme. Un jour, Lina demande Yoga Maître, crois-tu que l'utopie existe vraiment? Elias sourit au air. Elle existe chaque fois que quelqu'un se lève pour un autre. Dans un coin de la salle, le vent fait bouger un vieux portrait de Marx. On dirait qu'il approuve. Au fil des jours, Elias voit que ses élèves ne répètent plus les leçons. Ils les transforment. Ils inventent, questionnent, imaginent des solutions que lui-même n'aurait jamais osé rêver. Il comprend alors que transmettre, c'est accepter d'être dépassé. Marx avait raison, chaque génération doit réinventer le feu. Elias observe Lina, debout devant ses camarades, expliquant avec passion Yoga. Le monde n'a pas besoin de nouveaux dieux, mais de nouveaux gestes. Il l'écoute, ému. Le rêve a changé de voix, mais pas d'âme. Un soir d'hiver, un incendie éclate dans un bâtiment voisin. Les flammes dévorent les ombres et la peur gagne les visages. Elias se précipite pour aider, mais les adolescents l'arrêtent et laissent nous faire. Ensemble, ils forment une chaîne humaine pour sauver des livres, des dessins, des vies. Le feu rugit, mais l'espérance rugit plus fort. En voyant leur silhouette dans la lumière rouge, Elias ressent une paix étrange. Il sait que même si tout s'effondre, le flambeau ne s'éteindra pas. Marx murmure quelque part dans la nuit Taouguet le courage. C'est l'utopie en acte. Leur succès attire de nouveaux regards et de nouvelles pressions. Des institutions proposent de récupérer leur école, d'en faire un projet officiel. Elias hésite. Sophia s'y oppose fermement. Yoga, si l'utopie devient un programme, elle meurt.
Yelon la soutiennent. Elias comprend qu'ils n'ont plus besoin de lui pour décider. Il sourit. Le plus beau triomphe d'un maître, c'est de voir ses élèves devenir libres. Il regarde Marx une dernière fois, et celui-ci lui dit doucement « Ouais, tu as transmis le feu. Désormais, marche dans la lumière. » Yo, la nuit. Seul dans la salle désormais vide, Elias contemple les dessins sur les murs. Des phrases, des visages, des symboles de liberté. Il s'assoit, ferme les yeux. Il ne cherche plus Marx. Il le sent en lui. La voix du vieux penseur n'est plus un écho, mais une respiration. Il comprend que l'utopie n'est pas un lieu ni une époque, mais une façon de regarder le monde avec compassion. Alors, dans le silence, il murmure « Agégué ». Le rêve continue. Yo et le vent, en passant, répond comme un murmure d'approbation. Les années se sont écoulées. L'école libre est devenue un symbole, non par sa taille, mais par son esprit. Elias, plus âgé, marche dans les couloirs remplis d'échos. Les voix des enfants d'hier résonnent encore dans sa mémoire. Il sait qu'il ne reste que peu de temps, mais ce n'est plus une inquiétude, c'est une paix. Sur un mur, il lit une phrase écrite par Lina Yogay. Le futur n'existe que si on l'imagine ensemble. Yo, il sourit. La flamme est passée. Le rêve, désormais, ne lui appartient plus. Il appartient au monde. Sophia revient un soir d'hiver. Ses cheveux ont blanchi, mais son regard garde cette clarté vive. Elle retrouve Elias assis devant le vieux poêle entouré de livres et de silence. Ils ne se disent presque rien. Après un long moment, elle murmure. « Yogé, nous avons fait notre part. » Yo, il répond doucement au gouet. « Et le reste ?» Yo, elle sourit. « Le reste appartient à ceux qui croient encore. » Yo, il lève les yeux vers la fenêtre. La neige tombe doucement sur la ville. Pure. Neuve. Indifférente et belle. Lina, Noam et Tarek dirigent désormais l'école. Leurs cours attirent des jeunes venus de loin, des rêveurs, des poètes, des ouvriers, des chercheurs. Ils parlent d'écologie, de justice, de fraternité. Lina, debout devant la foule, prononce ces mots. « Yogé, nous ne voulons pas hériter du monde, nous voulons l'inventer. » Yo, Elias et Sophia, au fond de la salle, l'écoutent les yeux brillants. Marx, invisible, semble rire dans le vent. L'utopie n'est plus une idée, c'est un héritage vivant. Le soleil descend sur la ville. Elias se promène seul le long du fleuve, là où tout avait commencé. Le vent soulève les feuilles, la lumière s'étire sur l'eau. Il ferme les yeux et la voix familière revient, douce, presque fraternelle. Yogé. De fini, tout se transforme. Yo, il ouvre les yeux. Marx se tient là, immobile, serein. Yogé, alors c'était vrai. Yo, demande Elias. Le penseur sourit gai. Ce qui est rêvé avec amour devient réel un jour. Yo, puis il s'efface lentement dans le couchant. Elias reste debout, le regard tourné vers la lumière rouge. La nuit tombe. L'école dort. Elias, allongé sur son lit, ferme les yeux une dernière fois. Dans son rêve, il revoit tous les visages Sophia, les enfants, Marx. Ils marchent ensemble dans une vaste plaine lumineuse, sans murs, sans frontières. Le ciel est clair, immense. Marx se tourne vers lui et dit « Oh gars, tu vois, Elias, le monde idéal n'est pas ailleurs. Il naît chaque fois qu'un être humain choisit la justice plutôt que la peur. » Yo, le vieil homme sourit, puis s'efface dans la lumière. Elias murmure yoga, alors le rêve continue. Yo et le silence, pour la première fois, semble respirer.